Donc c'est parti. Donc bonjour à tous. On a l'habitude de se Bonjour. saluer dans nos langues différentes. Donc moi, par chez moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, du Togo précisément. Et au Togo, Bénin, pour se saluer, on dit, au Togo en Beauté. tout cas, C'est on ça, dit non? Beauté. miaouezon. Beauté. Miaouezon. Chez moi, on dit miaouezon. Alors, au TEP, ça se Attendez, prononce vous pouvez répéter s'il vous plaît? miaouezon. Miaouezon. Donc, c'est comme ça on dit chez moi. Après, chez d'autres personnes, peut-être que je peux vous laisser dire bonjour, tout simplement, chacun dans sa langue. Allez-y. Moi, au Congo, c'est Mboté. Voilà. Jaïden au Congo, c'est Mbote. Allez-y, rapidement, pour qu'on avance. Moi, au Bénin, c'est Ekabo. Ekabo. Donc, au Bénin, c'est Ekabo. Il y a des Walé et Tot, c'est Ekabo. Eva. Moi, au Cameroun, on dit Maïga. Mayega. Au Cameroun, c'est Mayega. Et donc, chez Alex, Ndaka, je suis Léni Alexandre. oui, Alexandre, chez Alexandre, Oui, on dit quoi pour dire Ndaka. bonjour? Ndaka. Et donc, c'est d'où ça? Ndaka. Ça vient du Cameroun, Bambileke. Bamileke. OK. Oui. Donc, Ndaka. Donc, on a un nouveau bonjour aujourd'hui, hein. Ndaka. Non, mais c'est bien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont pas là, donc on va pas insister. Donc, voilà bien. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va continuer sur Sekhmet, hein. On va continuer sur Sekhmet D'accord, et on va bonjour, aborder. je m'appelle William. Ah, William, mais tu es le petit frère de Alexandre, Oui, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. oui, Donc, c'est Ndaka. d'accord. Ndaka, oui. Donc, je disais qu'on va parler aujourd'hui de Sekhmet. Alors, ceux qui ne parlent pas, vous pouvez couper votre micro, comme ça évite de faire du bruit dans l'enregistrement, comme on enregistre. Voilà. Et quand vous voulez parler, vous ouvrez le micro et vous parlez. Donc, je disais qu'on va continuer sur Sekhmet. Et alors, peut-être que ceux qui sont nouveaux et ceux qui n'ont pas vu les cours précédents vont être un petit peu perturbés, mais c'est pas grave, vous allez vous raccorder après. Donc, pour faire une petite synthèse de Sekhmet, je vais peut-être solliciter quelqu'un pour nous faire un bref résumé d'une minute maxi de ce qu'on a vu avec Sekhmet. Qu'est-ce qui veut se lancer? Personne? Bon, ben, ça, vous êtes sûr? Personne ne veut le faire? Ceux qui étaient là, par exemple, il y avait Eva, il y avait euh, Adewale qui était là. Vous voulez pas faire une petite synthèse sur Sekhmet? Moi, je veux bien Non? essayer. Bah vas-y, essaye Adewale. Faut toujours essayer. Euh, alors, Sekhmet, c'est la déesse, enfin, la divinité de la guerre, etc. Elle est Mhm, représentée avec un corps de femme, une tête de lionne, arborant mhm, le disque solaire et l'Uréus sur la tête. Euh, Elle fait partie de la triade de Memphis. Dans cette triade, il y a Ptah, dieu des artisans et des architectes. Il y a Horus, divinité de la résurrection et de l'immortalité, et elle-même. Et du coup, Sekhmet, c'est la déesse de la guerre et messagère de la mort. d'accord. D'accord, c'est pas mal
comme synthèse. Donc, ça reprend un petit peu ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Dites-moi si vous voyez ce que je montre à l'écran. Oui, on voit. Voilà, donc Sekhmet, pour faire un bref résumé hein, rapide, on l'appelle la puissante. Elle a différentes formes. Elle a différentes iconographies. Et en fonction de ces iconographies, elle change de nom. Donc, c'est elle, la Sekhmet. Souvent, on la reconnaît. Son iconographie est assez spécifique. On la reconnaît parce qu'elle est apparentée à une tête de lion. Elle a une tête de lion, le disque solaire sur la tête et l'uréus, le serpent protecteur du pharaon, sur le front. Hein, donc, elle arbore ça. Quand on voit une figure comme ça, on sait que c'est Sekhmet. D'accord? Elle peut se transformer. Alors, donc, quand elle est sous forme lion, c'est celle qui protège le royaume, celle qui protège Pharaon, mais également capable de punir les hommes. On a vu ça. On a vu qu'elle pouvait déchaîner des flèches incandescentes pour tuer les ennemis du Pharaon. Et quand elle passe sous forme Hathor, elle est plus douce. Donc Hathor, c'est celle du milieu. Elle a un disque solaire sur la tête. Elle est apparentée à la vache. Donc, elle a une corne de vache sur la tête et elle arbore également l'uréus sur le front. Et sous cette forme, elle devient la déesse de la maternité, la déesse de la fécondité, la déesse de la joie, de la musique, etc. Vous voyez? Et quand elle repasse sous la forme tête de chat, basse tête, c'est la déesse également de la joie. Bastet, vous voyez qu'elle a quelque chose entre les mains qu'on appelle un sistre, hein, qui est dans le support également, vous regarderez. C'est un instrument de musique. Et quand on l'agite, on dit que cet instrument, c'est l'instrument qui permet l'harmonie du monde. Et en agitant cet instrument, en fait, quand Sekhmet est en colère et qu'on agite cet instrument, ça la radoucit, elle passe sous forme Hathor et Bastet. Donc, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est des contes, hein, c'est des mythes, des allégories, on va dire. Hein, c'est ça. Et ça permet à nous qui sommes des profanes d'avoir un premier niveau d'information. Parce que les mythes, il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension des mythes. Donc, il y a le premier niveau qui est celui qui permet de véhiculer l'information. Et puis, quand on creuse derrière, on voit qu'il y a de la spiritualité ou il y a de la science. Hein. C'est ce on avait vu. Donc, Sekhmet, vous regarderez, pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez revoir ce support que je suis en train de vous passer, hein, où il y a toutes les informations essentielles qu'on a partagées avec Sekhmet dessus. Hein, donc, la puissante, c'est elle qui porte en fait le disque solaire sur la tête avec l'uréus, et c'est elle qui a une tête de lion et qui protège le pharaon. Voilà son nom hiéroglyphique, on ne va pas y revenir. Elle a beaucoup d'informations. On retrouve ces informations dans un livre qu'on appelle le livre de la vache du ciel, où là, on la décrit comme celle qui protège le royaume contre ceux qui veulent détruire le dieu solaire, le dieu Ré. Donc ça, je passe rapidement parce que on y reviendra sur la structuration de la façon dont les anciens Égyptiens voyaient le monde, comment le monde s'est créé avec les divinités tutélaires, etc. On y viendra. Alors pour la petite histoire, on a commencé par Sekhmet parce que c'est une des participantes qui a souhaité qu'on aborde un peu Sekhmet. Donc on est parti comme ça et on essaie de structurer les choses. J'essaye en fait avec vous de structurer les choses pour qu'on remonte un petit peu la chronologie des choses. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais vous allez voir le puzzle va se faire tout seul parce qu'on fera les connexions entre les différentes divinités et puis ce qu'on appelle l'Énéade, en fait la construction de la cosmogénèse, la cosmogonie des anciens Égyptiens.
Donc, Sekhmet, elle a toutes ces manifestations-là. On voit que quand elle est en colère, elle combat. Elle est aussi celle qui apporte les maladies par ses miasmes. On considère que les vents du désert sont des vents qui peuvent apporter les maladies et on l'attribue à Sekhmet, hein, souvent. Les épidémies, tout ça, on les attribue à Sekhmet. Hein, dans l'ancienne Égypte, elle était considérée comme celle qui apportait le mal, on va dire. La déesse également, par ce biais-là, elle peut être, comment dirais-je, celle qui punit et celle qui rétablit aussi les choses sous d'autres formes, sous Hathor. Hein, on avait vu ça. Donc je passe rapidement. Quand elle passe sous Hathor, on a vu qu'elle change de forme. Hathor, c'est la déesse avec les cornes sur la tête et le soleil au milieu. Donc la déesse de la beauté, de l'amour, de la maternité. Voilà les attributs d'Hathor. Donc la vache, hein, avec les taches. Donc ça renvoie en fait à la notion de vache, comment dire, de la voie lactée. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que là, on rentre un peu dans l'astronomie. Hathor est considérée comme également la déesse du ciel, puisque les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est à l'image de la vache avec ses étoiles, avec ses taches sur le corps. Donc il y a cette connotation-là, on rentre un petit peu plus là dans la science, dans l'astronomie. Je passe rapidement, mais on y reviendra parce que c'est des notions très, très, très importantes. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller vite pour qu'on puisse commencer le cours d'aujourd'hui, parce que sinon, on va reprendre les choses. Donc, elle a des attributs. On a parlé du ménat, hein, c'est un collier à contrepoids qu'on retrouve aujourd'hui encore dans nos cultures en Afrique, hein, un collier à contrepoids qui est le ménat. Elle a un arbre qui la caractérise, c'est le sycomore. On en a parlé aussi. Voilà. Elle peut tenir le sistre dans la main. Donc, sistre est un instrument dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en U. Voilà le sistre sous différentes formes. Hein, c'est le sistre. Voilà. Le nom d'Hathor sous différentes formes hiéroglyphiques. J'y reviendrai pour les nouveaux. Je ferai un cours dans la semaine, hein, pour rattraper, hein, pour les nouveaux. Et donc, on en était à Bastet, donc la troisième forme de Sekhmet, qui, lorsqu'elle se transforme en tête de chat, devient Bastet. Et Bastet, en fait, c'est la déesse qui est l'équivalente également de Sekhmet, comme la fille de Ré. Et elle a un double visage, hein. C'est-à-dire qu'elle est chatte, mais elle est également la déesse protectrice, un peu comme Hathor, hein, protectrice de l'humanité, et la déesse musicienne, la déesse de l'accouchement. Donc, c'est les déesses un peu plus cool que Sekhmet. Donc là, je suis allé très vite pour faire une petite synthèse de ce qu'on a vu sur Sekhmet. On est allé sur Internet pour compléter ces informations. Je vous ai partagé également un livre qui s'appelle les divinités de l'ancienne Égypte, hein, leur culte et leur diffusion dans le monde, de Olivier Beauregard. Je l'ai mis dans le groupe. Donc, il y a des pages qui abordent Sekhmet sous différents aspects qu'on a lus ensemble. Je vous ai mis le nom des pages dans le groupe pour que vous puissiez y retourner. Donc, voilà où on en était sur Sekhmet. Donc, ça a été très vite, je reconnais, mais c'était un passage obligé pour raccorder un peu tout le monde, puisque Jaden n'était pas là, et puis Alexandre et William viennent de nous rejoindre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Malgré tout, malgré cette synthèse au pas de charge, est-ce que ça va?
Oui, oui, ça va très bien. Oui, ça va bien. On apprend Ça va beaucoup bien. de choses. Ouais, ça Ouais. va beaucoup. Mais donc, tout est, en fait, le support, vous l'aurez, hein, vous aurez le support. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui perturbait quand même le groupe. C'est le fait que, euh, alors, il y avait deux notions. La première notion, c'est que il y a beaucoup d'entre vous qui ne comprenaient pas comment ça se faisait que les divinités changeaient comme ça. Enfin, une même divinité pouvait changer de forme et de nom. Ça, c'était une interrogation qui perturbait un peu enfin, quelques-uns. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était que on a vu que Sekhmet, je reviens, sur la partie où on considère qu'elle voilà, elle défend le pharaon. Voilà, on considère qu'elle défend le pharaon. Il y a une deuxième notion, c'était que à un moment donné, après une guerre importante, les hommes ont commencé à se détourner de Ré, c'est-à-dire le dieu Ré. Et, et donc Ré a considéré que les hommes euh, tentaient de comploter contre lui et de l'assassiner. Et donc du coup, il a envoyé Sekhmet les punir. Et Sekhmet ayant fait ça, le dieu Ré a vu qu'elle avait fait beaucoup de massacres et il était sous le remords après. Et donc, pour calmer Sekhmet, donc il y a une histoire qui a été racontée qui disait que, en fait, pour éviter que Sekhmet ne continue à faire des dégâts, Ré a préparé un breuvage spécial. Et il l'a coloré de rouge pour faire penser au sang. Et Sekhmet ayant bu ça, est redevenue un peu plus douce à tort. Mais donc, il y avait cette notion de mais comment les hommes peuvent vouloir assassiner un dieu? Parce qu'on peut pas assassiner Dieu. C'était la question qui était posée. Donc on avait répondu à cette question la dernière fois, puisque moi j'avais pas la réponse parce que c'est une question quasiment métaphysique. Hein. Comment on peut assassiner Dieu? C'était la question qui a été posée par Charis et on y avait répondu. Alors les uns disaient que eh ben, les dieux ne pouvaient se neutraliser qu'entre eux. Voilà. Et d'autres disaient, notamment Eva et Maëva, je crois, oui, disaient que eh ben, pour tuer un dieu, il suffisait de l'oublier, ce qui n'était pas con d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que pour tuer un dieu, au niveau des hommes, il suffisait de l'oublier. Donc voilà, on en était là à nos réflexions. Donc deux réflexions importantes. Est-ce que après 2 semaines là, après ou du moins après la semaine qui s'est passée, ça a un peu décanté. Et est-ce que aujourd'hui cette interrogation là encore des différents noms des dieux persiste chez vous? Je vous pose la question avant d'avancer. Est-ce que ça persiste toujours? Non, ça va. Le fait que les dieux prennent différents noms, est-ce que est-ce que ça vous perturbe toujours? Non. Non. Non, moi, non. Alors comment vous pourrez comment vous appréhendez ça maintenant? C'est-à-dire qu'est-ce que ça vous inspire du coup? Euh, je peux Oui, vas-y, Adéwale, je crois. Hein. Non, Akolale. regarder. Akolale, oui. Bah, moi, je vois ça plutôt comme, par exemple, une personne avec ses différentes facettes. D'accord. Ok. Tu renvoies ça à des personnalités d'une même personne. Oui. Ok. Qui d'autre? Moi, c'est la même chose, c'est ce que je voulais dire. Ouais, différentes personnalités, différentes personnes,
En fait, c'est la même entité, mais que d'autres, en fait, ces autres noms, en fait, oui, en fait, c'est d'autres représentations de sa personne, en fait. Enfin, c'est d'autres représentations qui représentent, ouais, comme Coladi l'a dit, c'est différentes facettes. D'accord. Donc ça, c'est Jaden qui vient de parler. Euh, Quelqu'un d'autre veut compléter? Donner Est-ce que je peux son... compléter? Vas-y. Alors, c'est C'est Herman. Herman. Vas-y, Herman. Oui. Alors moi, comment est-ce que je vois ça? Je vois ça en fait comme une personne, mais dans ses différentes fonctions pendant ses agissements. Alors je m'explique. Par exemple, on est fils quand on est avec nos parents, peu importe notre âge. Alors quand on est, exemple, au champ, voilà, on est cultivateur. Quand on est au bureau, par exemple, je sais pas moi, je veux dire commercial. Quand on est à la maison, on est époux ou épouse, voilà, pour certains, ou enfant, pour certains qui sont enfants. En fait, c'est la même personne, mais dans ses agissements, il a plusieurs fonctions. Je sais pas si j'essaye un peu de me faire comprendre. Oui, moi, je comprends ce que tu veux dire. Ça rejoint un peu ce que disaient Jaden et Colladé. Oui, alors, on reste sur cette notion de diversité en un, à une seule, en une même personne. C'est-à-dire que des traits de personnalité ou ce que tu as rajouté de peut-être subtil, plus subtil, c'est là, tu parles plutôt de fonction. Alors, pour ce qui nous concerne, Sekhmet a une fonction de puissante, de celle qui dévaste tout, qui va protéger, celle qui va combattre, etc. Donc, si je rejoins un peu ce que tu dis, dans les organisations, il y a toujours des gens qui sont un peu fougueux, qui vont y aller, quoi. Hein. Ils vont pas faire de demi-mesure, c'est des gens qui vont t'attaquer de front, hein, on va dire ça comme ça, ou alors défendre des positions dures, dures, dures. Enfin, j'essaie de voir un peu ce que tu as exprimé, hein. Alors que celle qui va faire à tort, ou celui qui va faire à tort, c'est celui qui va un peu mettre de l'huile dans les rouages. Il va essayer de faire en sorte que ben, les choses soient un peu plus harmonieuses, etc. Donc c'est comme ça que je reçois ce que tu viens de dire. Hein. Mais bon, c'est pas con, c'est une autre façon de voir les choses. Et ce qui m'intéresse dans vos retours, c'est-à-dire que vous voyez qu'en partant d'un mythe, en partant euh, d'informations très très importantes, très sérieuses, on peut les ramener à notre façon de fonctionner, à nos vies, etc. Donc ce qui est assez intéressant. Et ça permet en fait de comprendre. Euh, Là, on rentre dans la philosophie. Hein, ça permet de comprendre beaucoup de choses autour de nous. Donc c'est pas mal. Donc c'est intéressant. Ok. Bon bah donc sur ce, je vais passer la parole à Colladé. Hein, Colladé. Je vais te passer la parole pour euh, pour la partie dont on a parlé sur Bastet et les lunaisons. Oui. Tu veux présenter quelque chose? Tu veux J'ai j'ai fait un partager, document. tu veux Bah, je sais, partager quelque chose? oui, bah, je sais pas si il y a besoin de partager l'écran parce qu'en fait, j'ai juste fait un texte, quoi. Ah bah donc ça marche. Donc ça marche. Donc je te laisse la parole. Ok. Tu parles fort et distinctement pour que on puisse bien t'écouter et après on échangera sur ce que tu vas nous présenter. D'accord? Oui. Eh bien, tu as la parole. Tu Euh, prévois combien de temps? Attends. Tu prévois combien de temps? euh, je sais pas, peut-être, bah, je vais juste lire mon texte et puis je sais pas si on va interagir ou pas. D'ac- Alors, donc si tu as prévu un texte,
Donc tu le lis, enfin tu essaies de le dire et non pas de le lire, Oui. d'accord? C'est-à-dire que tu le commentes en même temps. Mhm. Et deuxièmement, tu nous cites tes sources, Oui. d'accord? Oui. Ben voilà, donc tu as la parole. Ok. Alors, voilà. Alors, d'abord, je vais faire un rappel sur Bastet. Donc, pour ceux qui... enfin, c'est un rappel, quoi. Donc, Bastet, c'est la déesse protectrice des femmes, des enfants, du foyer et de la joie. Elle est aussi représentée sous la forme d'une femme à tête de chat tenant un cistre dans une main et une croix ankh dans l'autre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un cistre, c'est un instrument sacré du royaume de Kemet qui est utilisé pour les cérémonies religieuses et c'est aussi joué par seulement les prêtresses. Donc, c'est seulement les prêtresses qui utilisent cet instrument. Et ensuite, c'est aussi un symbole d'harmonie. Ensuite, j'ai trouvé quelques ressemblances, on va dire. Mais malheureusement, j'ai trouvé que avec les Grecs, parce que il n'y avait pas beaucoup d'informations. Du coup, j'ai trouvé que, comme j'ai dit, Bastet, c'est la déesse protectrice. Et on l'associe chez les Grecs à Artémis, qui est d'abord sa première fonction déesse de la chasse, protectrice des animaux et des lieux sauvages. Et ensuite, j'ai trouvé qu'elle avait aussi comme deuxième fonction déesse de la lune, des accouchements et protectrice des jeunes enfants. Donc, c'est assez ressemblant avec Bastet. On voit que c'est vraiment la même chose. Alors, ça, j'ai trouvé sur Wikipédia le rappel et les ressemblances. Ensuite, j'ai cherché un petit peu pour voir s'il y avait une ressemblance avec le chat et la lune, parce qu'on dit que Bastet, c'est la déesse de la lune et elle a une tête de chat, donc j'ai cherché un petit peu. Et j'ai trouvé aussi sur Wikipédia que euh, le chat, donc en Égypte, a été domestiqué plus ou moins au 4e millénaire avant notre ère. Donc, le chat égyptien qu'on appelle le mot égyptien, ça s'écrit M-A-U, donc le mot égyptien, est un animal de préférence nocturne, donc il vit la nuit, et il chasse au crépuscule ou durant la nuit. Et que, avant de devenir un animal de compagnie, eh ben, il est d'abord un animal protecteur, donc comme Bastet, qui est la déesse protectrice, ben, voilà. Ensuite, on voit aussi que c'est un petit prédateur qui va protéger les silos à grains, donc les endroits où les, les, les- les agriculteurs vont déposer leurs récoltes. Et donc, il va protéger notamment le silo à blé, qui est une ressource vitale pour les peuples d'agriculteurs que sont les Égyptiens. Et ensuite, il va aussi chasser d'autres rongeurs comme les rats et autres, et va aussi éliminer certains vecteurs de maladies, certains vecteurs de maladies qui sont gravement transmissibles, comme la peste. Et enfin, j'ai aussi trouvé que le chat va aussi chasser certains serpents, comme les vipères à cornes, et donc, ben, il va rendre les alentours plus sûrs, donc les territoires de son propriétaire plus sûrs. Et là, ça m'a fait tout de suite penser à Bastet, donc la déesse chat, qui va combattre le serpent Apophis, donc le dieu des ténèbres. Et grâce à ça, eh ben, l'astre solaire, donc le dieu Ré ou Ra, va pouvoir se lever tous les jours, parce que à chaque fois que le soleil se lève, ça veut dire que c'est une nouvelle victoire du dieu Ré, donc qui a vaincu Apophis grâce à l'aide de Bastet et encore d'autres dieux. J'ai aussi trouvé ça sur Wikipédia. Et ensuite, j'ai encore trouvé chez les Grecs, donc voilà, que Plutarque, Plutarque c'est un savant grec
qui, lui, il développe l'association du chat et de la lune au travers de sa reproduction et de ses yeux. Donc, d'un côté, Plutarque indique que la chatte met bas 7 fois au cours de sa vie. La première fois, elle va mettre bas un chaton, puis 2 chatons, et ainsi de suite jusqu'à 7 chatons. Au total, selon Plutarque, une chatte met donc au monde 28 chatons, donc autant de jours qu'il y a dans une lunaison. Donc, une lunaison, c'est le phénomène de lune, quoi. Donc, il y aura les croissants de lune, enfin, comment la lune va bouger et tout. Et ça fait à peu près un mois. Donc, voilà, ça fait 28 jours. Et d'autre part, Plutarque explique que la pupille de l'œil du chat se dilate, donc s'agrandit et se contracte, donc se rétrécit en fonction des phases de la lune. Et vu que les Grecs n'avaient en effet pas encore trouvé d'explication à ce phénomène, ben ils l'ont associé au chat. Et ça, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle le Tout Chat Tout Moi. Voilà. Si vous voulez, j'ai fait un PDF, donc je peux peut-être le partager sur le groupe. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Super, Colladé, mais vraiment, tu as fait un super travail. Tu as fait un super travail de, de recherche, et d'informations sur Sekhmet Bastet, on va dire. Donc, notamment le chat. Et c'est Oui, super. Alors, ce qui est intéressant, c'est, tu vois que rien qu'avec Wikipédia, il y a beaucoup d'informations, mais ce que je vois d'intéressant, c'est que tu commences à faire les associations avec ce que l'on voit par ailleurs de la cosmogénèse kamite. Parce que euh, tout ce que les Grecs ont relaté, notamment via ce que Plutarque a relaté de ce que les Grecs ont dit, tout ce que les Grecs ont eu comme, je dirais, philosophie ou voire même science, ils les ont récupérés de chez les anciens Égyptiens, de chez les Remetou, comme je disais, qu'on va commencer à les appeler. Hein, donc les Kémètes, donc les Noirs. C'est super. Vraiment, c'est super ton travail. Alors, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions à collader, des questions, des interrogations ou un commentaire, tout simplement de ce qu'il vient nous dire? Allez-y, vous avez le micro. Il n'y a pas de remarques? Pas de commentaires? Non? Bon. En tout cas, si je reprends un petit peu de ce que moi j'ai compris, hein, de ce que tu as dit, Colladé, je vais prendre des points intéressants que j'ai retenus comme ça. Donc, la définition de basse-tête, la protection, la joie, euh, elle tient un instrument important dans les mains, le sistre, que tu as défini. Et donc, par là, elle est participante de l'harmonie du monde, puisqu'on a dit que cet instrument est joué par les prêtresses, uniquement joué par les prêtresses, donc dans les rituels, dans les cérémonies. Et on a lu ensemble que cet instrument participait de l'harmonie du monde. Alors, ce qui est vraiment intéressant que tu as dit, c'est que la basse-tête, donc la chatte, renvoie à une période où, ce qui m'a interpellé, c'est que 4000 ans avant notre ère, les Égyptiens avaient déjà domestiqué le chat. Hein, c'est ce que tu as dit, hein, si je me trompe. oui, c'est ça. C'est ça, ils avaient domestiqué le chat et on voit que
il y a certaines caractéristiques du chat qu'on retrouve au niveau de la déesse, et ça me renvoie directement au fait que les anciens Égyptiens, comme on l'avait vu, faisaient une association entre ce qui est visible dans leur alentour. Voilà, ils faisaient un peu de biomimétisme. Hein, c'est un nouveau terme que je sors là. Je m'adresse à des baillants. Biomimétisme. Bio, c'est la vie, ça renvoie à la biologie. Mimétisme, c'est mimer, c'est le fait de faire comme, de mimer. Et donc, les anciens Égyptiens faisaient du biomimétisme. Donc, ils voyaient ce qui se passait autour d'eux, ils essayaient de le codifier. Et en l'espèce, là, ils ont codifié certaines choses dans la forme du chat, puisqu'ils ont observé, si je reprends un peu ce que tu avais dit, que le chat, il chasse les rongeurs, il protège aussi, donc du coup, les cultures des rongeurs. Notamment, le blé était très, très, très important chez les Égyptiens anciens. Donc, le chat, par cet aspect protecteur, pouvait se rapprocher de la déesse Sekhmet, on va dire. Hein. Mais en fait, le chat, paradoxalement, c'est lui aussi qui peut apporter des maladies comme la peste. Hein. Donc, quand on fait l'association, on peut imaginer que elle renvoie également à Sekhmet. Mais elle est également protectrice puisqu'on voit comment elle se comporte avec ses chatons. Donc voilà, elle a un côté un peu aussi protecteur. Elle chasse notamment, j'ai entendu qu'elle chassait aussi les serpents, hein. Donc elle chasse, elle protège. Donc elle a cette ambivalence là on retrouve chez Sekhmet et chez le chat. Mais la deuxième partie de ce que tu as présenté, qui est vraiment intéressant aussi, c'est le côté, parce que là, ce qu'on vient d'exprimer, c'est ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire le quotidien, on va dire, ce qui est de l'ordre, comment dirais-je ça, de la terre, hein, de notre environnement, voilà, je cherchais le terme, de notre environnement immédiat. Ça, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est le côté, je vais utiliser le mot, on l'a utilisé, vous le noterez, c'est le côté tellurique des choses, hein, qui se renvoie à la Terre, hein, tellurique. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect cosmique. Là, quand on lève les yeux au ciel, on peut traiter l'information du chat autrement. Et là, donc tu as fait référence à Plutarque qui en a parlé, et on associait en fait le chat à plusieurs choses, notamment, tu vas peut-être m'aider là parce que j'ai un peu trop de mémoire. Oui, aux pupilles du chat qui se rétrécit, qui s'ouvre en fonction des lunaisons. J'ai retenu ça. Donc ça, on aborde l'aspect cosmique. Oui. Et puis, entre-temps, on avait parlé aussi un peu de mathématiques. Hein, tu as évoqué le fait que Plutarque faisait l'association entre le nombre de portées du chat et des lunaisons. Et quand il faisait le calcul, une portée, un chat, deux chats, trois chats, jusqu'à 7 chats, la septième portée, lorsqu'on faisait l'association de la première portée jusqu'à la septième portée, on tombait, lorsqu'on faisait la somme, hein, on tombait sur les 28 jours de lunaison. Donc c'est assez intéressant, assez complet tout ça. Eh bien, le support, tu l'as fait, donc c'est du texte que tu as fait, hein, tu nous as fait un support avec des textes, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu pourras le partager dans le groupe
Je sais pas si tu peux, mais ou alors tu me l'envoies et je le partage. Hein, Oui. tu mettras. Je le mettrai dans le groupe. C'est vraiment intéressant cette synthèse que tu as faite. C'est bien. Des questions? Des commentaires? Non? Non, moi c'est bon, j'ai aucun commentaire à faire. Jaden, ça va. Eva, tu voulais me faire un petit commentaire? Non, moi non plus, ça va. Tu as compris tout? Oui, L'association de Bastet avec le chat et toutes ces ramifications, toutes ces imbrications, ce qu'on peut en tirer? Oui? oui. Ok. Bon, c'est vrai on peut en dire beaucoup, on peut débattre vraiment sur ces aspects-là parce il y a énormément, beaucoup. Il y a énormément d'informations hein, sur cet aspect-là. Et il y a des points que tu as abordés, Colladé, qui se retrouvent également dans le livre qu'on a lu la dernière fois, notamment au niveau des lunaisons. Hein. Je vous renverrai également à ça. Ok. Alors, ce qui est un peu... là, on reste un peu sur notre fin, et moi aussi, sur l'aspect Bastet ou Hathor et les représentations qu'on peut en avoir dans nos cultures à Kemet, donc dans nos cultures africaines. Est-ce que quelqu'un a des informations sur ces aspects-là? Ça, c'est la deuxième partie de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, on voulait savoir, est-ce que on retrouve, un peu comme les Grecs l'ont traité, hein, l'information que les Grecs ont traité, est-ce qu'on retrouve les, les ramifications dans nos cultures? Voilà. Est-ce que quelqu'un a eu des informations là-dessus? Quelqu'un a cherché de ce côté-là? Vous avez posé des questions à vos parents? Non? Non, donc il n'y a pas eu, vous n'avez pas regardé de ce côté-là, ou alors on n'a pas plus d'informations que ça. Mais donc je vous invite à continuer à chercher quand même, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on cherche des écrits, on voit bien l'ancienne Égypte, ce qu'elle a pu laisser comme information, les Grecs, ce qu'ils ont pu laisser en ayant étudié en Égypte et en retrouvé en ayant étudié en Égypte et en ayant traduit les choses, en fait, en ayant grécisé les choses. Donc, ils en ont tiré des enseignements et ils ont pu réfléchir à ça. Et je suis sûr que dans nos cultures, il y a également ces relations-là qu'on peut faire entre les déesses ou les divinités de l'ancienne Égypte et, euh, et nos divinités dans nos cultures, parce que quelque part, c'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles informations par rapport à Hathor et les autres divinités. Alors, par contre, est-ce que, euh, est-ce que vous avez pu chercher au moins sur Hathor les autres noms que Hathor porte? Parce que c'était aussi la deuxième question que je posais. Hathor porte d'autres noms, ou en tout cas est associé à d'autres noms. Est-ce que vous avez pu regarder cet aspect-là? Hathor est associé à quelle autre divinité? Moi, j'ai Moi, pas eu le temps de. j'avoue, Attendez,
Attendez, vous parlez. Alors, qui a parlé? Moi. Alors, il y a Jaden. Alors, on va faire. C'est Jaden et puis Koladé, c'est ça? Oui. Alors, d'abord, Koladé, tu termines et après Jaden, tu parles. Du coup, je disais que j'ai pas eu le temps de faire sur les divinités associées à Sekhmet et Bastet et les autres, parce que d'abord j'ai fait le texte sur la lune et Bastet, et ensuite j'ai pas eu le temps parce que bah, je travaille, du coup c'est compliqué quoi. Super, d'accord. Ok. Ça marche. Après, Jaden. Moi, j'ai pu voir que durant le troisième millénaire avant notre ère, Hathor, comme la déesse Nout, elle est associée à la Voie lactée. D'accord. Donc, Hathor, Nout, Voie lactée. Ok. Mhm. D'accord. 3000 ans avant notre ère. Déjà. Oui. Ok. C'est bon? Oui, pour l'instant, c'est bon. Oui. Pour l'instant, c'est bon. Donc là, on a une nouvelle. Il y a un écho. Voilà. On a une nouvelle information. C'est que Hathor est associé à Nout et Voie lactée. Donc là, on a cette corrélation-là. OK. Quelqu'un d'autre, du coup, pour avancer? Non. Donc déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Nout, Voie lactée, ça nous renvoie à ce qu'on a déjà vu, hein, c'est-à-dire la vache. La Voie lactée, ben, dans la Voie lactée, il y a l'histoire du lait. Et quand on lève les yeux, ben, quand on voit les nuages, c'est comme si Nout a également des taches sur sur le corps, un peu comme la vache, donc les étoiles formant les taches. Et le nuage d'étoiles également, c'est comme si la vache, je crois qu'il y a un texte grec qui dit d'ailleurs ça, qu'il y a une déesse du ciel qui pisse enfin, du lait, enfin tout, éjecte du lait et ça forme la Voie lactée. Moi, j'ai cette notion en tête, je sais plus où je l'ai lu, mais en tout cas, ça correspond un peu à ce que tu viens de dire, Jaden. Alors par contre, la déesse Nout, on n'en a pas encore parlé, ça fait partie des éléments dont je parlais en début de cours. On va consacrer une séance ou deux aux divinités, j'allais dire, les toutes premières divinités telles que les concevaient les Égyptiens anciens. C'est-à-dire, j'entends par là comment la toute première divinité a émergé et comment les autres se sont formés autour. Notamment, donc en rappel, hein, je vous le rappelle rapidement, la création du monde, en tout cas de l'univers par les anciens Égyptiens, est conçue de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a un espace qu'ils appellent le Noun, duquel a émergé ce qu'on appelle un démiurge, c'est-à-dire une entité qui s'est révélée à elle-même, qui s'appelle Atum, et Atum a généré, par l'énergie qu'il déployait, d'abord les 4 éléments, c'est-à-dire les 2 premiers qui sont Chou, l'air, et Tefnout, l'humidité, qui eux ont donné la terre, Geb, et Nout, le ciel, donc Nout dont vient de parler Jaden. Donc, ces 4 éléments, hein, les 4 éléments, c'est la terre, non, l'air, l'eau, la terre,
et le feu. Donc ces quatre éléments-là, puisque Tefnut peut être associé également à l'air et le feu. Donc ces quatre éléments-là ont permis de générer les premières, je dirais, ce qu'on appelle chez eux les nétérons, donc les premières entités qui ont pu donner par la suite les hommes. Donc on est obligé de revenir à ça pour pouvoir comprendre le déploiement au niveau des autres déités, des autres divinités, parce que en fait, comme on vient de l'évoquer entre-temps, il y a une imbrication entre les différentes divinités. Et quand on raisonne comme ça, on se rend compte que on part de 1 vers le multiple. On part du 1 vers le multiple. Et donc certaines divinités ont gardé différentes personnalités ou différentes, comment dirais-je, je vais employer un terme, un sens profond qui leur correspond, mais qui peuvent s'échanger en fait. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Il faudra qu'on parle donc effectivement de l'Énéade et donc de Nout, de Geb, de Tefnut, de Chou, d'Atoum. Comme ça vous donnera au moins le cadre, le premier cadre à partir duquel tout s'est déployé. Et ça vous permettra de mieux appréhender les choses. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Oui, ça va. Est-ce que ce que je viens de dire, vous l'avez compris? Ou est-ce que c'est flou? Dites-moi, hein. N'hésitez pas. Hein. On a très bien compris. Moi, j'ai compris. D'accord. Ça marche. Adebayo? Adebayo, ça va? Adebayo, il est parti. Ah, ok. Bon, je comprends. Je comprends. Donc, je pense que je vais peut-être demander à ce qu'on change de groupe à Adebayo parce que le niveau est un peu trop élevé pour lui, je pense. Ok. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter. Ce qu'on va faire, c'est que donc pour les prochaines fois, on va juste du coup travailler de façon simple, hein, sans aller trop dans le détail, sur l'Énéade d'Héliopolis, hein, donc ce que je viens d'expliquer brièvement, de façon à ce que on refixe le cadre duquel sont sorties les autres divinités pour arriver jusqu'à Sekhmet, parce on est parti de Sekhmet, mais on était trop loin par rapport à l'Énéade, mais c'est pas grave, puisque ça nous permet de remonter. Le fait que on associe Hathor à Nout va nous donner d'autres ramifications qui sont importantes, puisque Hathor est associé également à d'autres divinités, dont une divinité très importante que vous allez découvrir vous-même d'ailleurs. Je ne vais pas vous la dire, vous allez la découvrir, et dont on va certainement parler la prochaine fois. Des questions? Non, aucune. Non, ça va. Ça va. Donc, la prochaine fois, pour faire les choses dans l'ordre, on va donc travailler, à l'instar de ce que Jaiden a fait, trouver toutes les corrélations qu'on peut avoir avec Hathor et d'autres divinités. Donc, j'ai Hathor et Nout. Bon, on a Hathor et Sekhmet, Hathor et Sekhmet. Mais il y a d'autres divinités qu'on peut associer à Hathor. Donc là, il y a Nout. Mais il y a d'autres divinités. Donc on va les trouver. Donc trouver les autres divinités que l'on peut associer à Hathor. Première chose. Si on a la chance, voir si il n'y aurait pas au niveau de notre culture, en posant des questions autour de nous, à nos parents, etc., il n'y aurait pas dans nos cultures
une divinité qui pourrait s'apparenter à Thor ou à Sekhmet. Hein. Donc, j'aimerais qu'on fasse ce lien-là. On allait chercher dans le profondeur de nos cultures quelque chose qui pourrait se raccrocher. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va faire la prochaine fois, c'est d'identifier l'Énéade héliopolitaine et la création du monde tel que les anciens Égyptiens l'imaginaient. C'est clair? Oui, C'est bon? Oui, oui. Donc, vous avez noté les deux choses, hein? D'accord. Donc là, je vais conclure et je, je vais demander à William et Alexandre si vous avez Oui, accès, est-ce que vous avez accès donc dans le salon aux différents supports qu'on a partagés? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les avez vus? Oui. oui, on les a tous vus. D'accord, donc c'est bon, parce que la dernière fois, je sais plus qui nous a s'accoladé, hein, qui les avait pas. Donc j'ai fait en sorte que maintenant les nouveaux puissent accéder aux anciens supports également. Donc là, ça va. Donc vous les avez vus. Donc vous pouvez y retourner. Et alors je vous propose, est-ce que vous voulez que dans la semaine, on fasse un point pour voir si ça va ou si il faut que je vous fasse un petit complément là-dessus. Oui. Vous souhaiteriez qu'on fasse un petit point sur ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les anciens, on a vu beaucoup de savants, hein. On a vu beaucoup de savants, notamment, on a commencé par Djibouti jusqu'à Emi Ounou. Et donc, je peux vous faire une synthèse dans la semaine, après que vous ayez parcouru les supports. Donc, on peut faire ça, je sais pas, il faudrait on se cale une date tout à l'heure. Si ça vous intéresse, on peut faire ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est OK pour vous? Oui, c'est OK pour nous. Bon, donc Oui. on va se caler une date tout à l'heure. Mais là, on va conclure pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, voilà pour aujourd'hui. Bastet, qui est la suite de Sekhmet. On a vu Bastet et la lunaison, un travail formidable que Colladé nous a présenté. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, c'est ce que je voudrais de vous, hein, c'est que vous, à partir des informations, vous puissiez structurer vous-même des contenus. Et on ne comprend, on ne s'approprie mieux que les choses que l'on a fait soi-même. Hein. Donc ça, c'est une règle dans l'apprentissage qui vaut, hein, pour tout ça, pour tout. Donc c'est bien, tu vois, Colladé. Quand tu as fait ces synthèses-là, je pense que tu as compris beaucoup plus de choses. Donc voilà. Euh, on va conclure. Et comme on a l'habitude de le faire, je laisse la parole à chacun de dire un mot, une phrase, une explication de ce qu'il a tiré des informations d'aujourd'hui. Donc vous avez la parole. Comment ce qu'il veut. Ben, moi, comme d'habitude, j'ai pas vraiment grand-chose à dire, hein. J'ai trouvé que c'était intéressant, bah, surtout la partie où on a pu théoriser et donner nos avis sur les représentations des différentes divinités, donc leurs différentes facettes, etc.
Du coup, ouais, je trouve ça super intéressant et voilà, hein, comme d'habitude. D'accord. Merci Jaden. Jaden, tu as pu voir les vidéos, les, les supports des deux dernières séances sur Sekhmet? J'ai pas totalement écouté, mais j'ai pu écouter un peu. Ma mère, elle a écouté, et j'ai écouté un peu des deux. Avec elle. Ok, Mhm. ça marche. Ok. Jaden, donc, qui d'autre? Qui d'autre veut conclure? Allez-y, allez-y. C'est Coladé. Paul, allez, oui. Moi aussi, j'ai bien aimé le cours d'aujourd'hui. Puis je trouve ça cool aussi comme j'ai fait ma synthèse, de nous laisser chercher soi-même. Comme ça, on découvre et puis on peut aussi l'expliquer à d'autres. Et moi, je trouve cette façon de faire, c'est vraiment bien. Super. Ben Voilà. oui, parce que en fait, comme je vous dis, moi je suis pas professeur, hein. Je ne suis pas professeur, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse aux choses, qui est curieux des choses, et c'est dans le partage. Alors j'essaie de mettre en place une méthodologie, j'essaie de partager des connaissances, et ben, des fois je découvre des choses en même temps que vous, hein. Vous voyez? Donc c'est très intéressant effectivement. Merci Colladé. Après, allez-y. Il reste Adéwalé, tu veux bien? Moi, bah, c'était comme d'habitude. Ça va, pour l'instant, je comprends grâce à la synthèse de mon frère. Et puis, c'est tout, c'était cool. D'accord, c'est bien. Qui d'autre veut intervenir? Alors, il y a Alexandre, il y a Oui, William. Vas-y, Alexandre. pour l'instant, moi, je comprends, enfin, j'ai compris pas mal de choses et comment dire? Je suis en train, je suis en train de bien comprendre de ce que, parce que quand vous parlez, ça m'instruit et du coup, grâce à ça, j'arrive à mieux comprendre ce que vous dites. D'accord, mais c'est vrai que c'est pas évident. Vous démarrez, hein, donc euh, Oui, oui, j'essaie juste de comprendre ce que vous dites pour voilà. qu'après, Faut juste voilà, essayer de se mettre dans le truc parce que c'est par vos lectures derrière que vous allez mieux comprendre. Ce que je disais la dernière fois ou l'avant-dernière fois, c'est que ce qu'on est en train d'aborder là, on est juste, c'est juste de la sensibilisation, hein. C'est-à-dire que quand on dit que les Grecs sont allés étudier en Égypte, Pythagore, il a fait 22 ans en Égypte, vous voyez. Et Thalès a étudié en Égypte. Enfin, il y en a beaucoup qui ont étudié en Égypte et c'est des années d'initiation et de formation. Donc nous, on ne fait que survoler les choses. On essaie que vraiment de poser un cadre de réflexion pour qu'on aille plus loin après. Parce qu'en fait, quand vous avez une bonne base de culture, un bon substrat, vous pourrez après vous déployer, mieux comprendre les choses. Alors, ce qui fait que, ben, ici, dans l'association, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de reconnecter quand même notre jeunesse à la source de, de la connaissance, l'information. Parce que aujourd'hui, vous voyez bien hein, que quand on parle de l'ancienne Égypte, les références après l'ancienne Égypte, c'est les Grecs. Et les Grecs ont tout changé, ont changé tous les noms. Hein, Djéouti, c'est Thoth. Chez les Romains, c'est c'est un autre nom, je me souviens même plus. Mercure, je crois. Donc, vous voyez,
Donc, les Occidentaux ont récupéré l'information et l'ont traitée et se sont développés avec. Et ce que Cheikh Anta Diop nous a exhorté à faire, nous, c'est qu'il faut qu'on se rapproprie ces connaissances-là et qu'on les utilise pour nous, en fait. Il faut vraiment que nous, les Africains, en tout cas les descendants des anciens Égyptiens et de l'Afrique profonde, nous retrouvions notre vision du monde et que nous la déployions. Et si on ne l'étudie pas, on ne peut pas le connaître. Donc c'est en cela que c'est intéressant que l'on partage ensemble ces informations-là. On aura beaucoup d'autres informations à partager. Là, on part de loin, mais dans le contemporain, il y a également énormément de choses, notamment au niveau mathématique, au niveau des savants, de nos savants qu'on ne connaît pas, au niveau même du quotidien, hein, ce que les Noirs ont apporté à l'humanité, il faut qu'on se les approprie. Donc voilà, mais c'est le but de nos échanges. Qui d'autre n'a pas parlé? Je pense qu'il reste William et Eva. Allez-y. Attendez, oui, je vous écoute. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. William, tu n'as pas d'autres commentaires? Non, en fait, c'est que William, là, il est pas là. Il est Ah, il n'est parti. pas là, ok. Bon, je comprends. Donc voilà, Eva. Moi, j'ai pu comprendre grâce à la synthèse de Colladé, Mhm, euh, il portait des chats, enfin, des chatons et les 28 jours avec la lunaison. mhm. Et voilà. Et c'est super. Et il a partagé le support, je vais le mettre dans le groupe, hein. Et si j'ai le temps, je pourrais peut-être mettre ça en image. Je sais pas. Je vais si j'ai le temps. Mais voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement et comme j'avais dit, normalement, Herman peut rester pour qu'on échange s'il y a besoin. Ben, voilà. Donc, bon dimanche à tous. Donc, je rappelle, de toute façon, je mettrai ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine, pour tous dans le groupe, comme d'habitude. Donc, Hathor et ses autres ramifications. Et deuxièmement, l'Énéade d'Héliopolis, donc les noms des divinités euh, issues de l'Énéade. Donc voilà, ben bon dimanche à tous. Miadogo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Bon Bon dimanche. dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Et, Bon et merci à dimanche. vous. À dimanche prochain. Dimanche prochain.